Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez sûrement, en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et avec le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Perben. Dominique Perben a été longtemps ministre, 9 ans ministre, notamment de la justice, des transports, de la fonction publique. Et il est maintenant retiré de la politique, il est avocat, retiré pas tout à fait, parce que s'il est sorti de la politique, il est rentré par la fenêtre, car le voilà à nouveau mêlé à la politique, puisqu'il est l'un des proches d'Alain Juppé, conseiller d'Alain Juppé dans son équipe, et il est même l'un des rédacteurs du dernier livre d'Alain Juppé, pour un État fort. Alors Dominique Perben, bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment contents de vous avoir parce que l'actualité nous pousse à vous interroger sur les projets d'Alain Juppé, dont je disais que vous étiez l'un des rédacteurs pour le dernier livre. Vous allez être interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de la Croix, bonjour. Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Alors nous allons commencer par l'actualité. Et tout d'abord, l'actualité la plus chaude, puisqu'il semble tout de même que cet état d'urgence que l'on connaît aujourd'hui va être très, très probablement prolongé. Et la question qu'on peut se poser, Dominique Perben, et vous qui avez été ministre de la Justice, vous avez sûrement une idée sur la réponse. La question qu'on se pose, c'est sur quels critères va-t-on se baser pour arrêter, pour lever cet état d'urgence, pour que l'opinion comprenne qu'il est temps de le lever? C'est la question que j'aurais envie de poser au gouvernement. Moi, je vous la pose à vous. J'ai cru entendre, le président a fait une petite phrase pour dire qu'il serait sans doute prolongé. Il faudra que le gouvernement explique pourquoi. D'ailleurs, il devra le faire, puisqu'il doit passer par un vote du Parlement pour pouvoir le prolonger. Je pense que ça nécessite d'avoir un minimum d'informations, dans la mesure où on peut en donner, bien entendu, sur les risques que fait courir le terrorisme à notre pays. Ça nécessite aussi de justifier les mesures exceptionnelles en termes d'efficacité. C'est-à-dire, pourquoi a-t-on besoin de l'état d'urgence alors qu'il y a par ailleurs des moyens normaux en dehors de l'état d'urgence. C'est ça la bonne question. Alors, est-ce que le gouvernement souhaite que la réforme de procédure pénale qui est en préparation et qui est actuellement à l'examen du Conseil d'État soit mise en œuvre pour prendre en quelque sorte le relais, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui renforcent les pouvoirs de la justice et de l'administration dans ce texte? Est-ce qu'il attend d'avoir à sa disposition ce dispositif législatif pour lever l'état d'urgence? C'est une question qu'il faudra lui poser. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'habitude d'être dans un système exceptionnel. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue, et je suis convaincu que le gouvernement le fera, de consulter en particulier les procureurs de la République qui ont la charge du suivi judiciaire des processus qui sont lancés grâce à l'état d'urgence, lorsqu'il y a une perquisition, lorsqu'on découvre quelque chose, quelle que soit la façon dont c'est fait, il faut que derrière, le processus judiciaire s'enclenche. Mon sentiment, c'est que l'état d'urgence, il est surtout très important sur une courte durée, c'est-à-dire quand on prend en quelque sorte les adversaires par surprise, où là on utilise les moyens, en particulier les moyens de perquisition ou de maintien en résidence à un moment donné, et ensuite on fait le travail judiciaire. Dans la durée, sur une longue durée, je ne suis pas sûr que ce soit aussi utile que ça. Voilà, c'est une interrogation. Une question de Romain Mazenot. Sur RCF. Sur la déchéance de nationalité, on n'a pas bien compris la position d'Alain Juppé. Il a dit que c'était une mesure symbolique qui ne changerait pas grand-chose concrètement. Et en même temps, dans son dernier livre, il y semble plutôt favorable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur sa position et nous donner la vôtre ? Tout à fait. Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? C'est d'avoir la capacité de lutter contre les réseaux terroristes. De ce point de vue-là, la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français, puisque c'est de ça précisément dont il s'agit, n'a aucune espèce d'utilité, puisque personne ne va croire que quelqu'un qui peut aller jusqu'à se faire sauter lui-même par une ceinture de bombe va être impressionné par le risque de perdre sa nationalité française s'il en a une autre par ailleurs. Bon, tout ça est purement symbolique. Donc, c'est d'abord ce qu'a voulu dire Alain Juppé quand il a
été interrogé là-dessus. Ensuite, la question lui a été posée de savoir si vous étiez parlementaire, est-ce que vous la voteriez? Sa réponse a été de dire oui, parce que bon, il n'y a pas de motif considérable de voter non. Mais en relativisant les choses et en disant attention, ce n'est pas d'une utilité grandiose. Une question de Laurent Boissieu, La Croix. Je reviens un instant sur l'état d'urgence. Il y aura d'autres questions peut-être sur la déchéance de nationalité, mais sur l'état d'urgence, est-ce que vous approuvez le fait de l'inscrire dans la Constitution? Je ne suis pas sûr que c'était indispensable. Mais ça, c'est des débats de juristes, ça n'intéresse pas grand monde. On inscrit quand même dans la Constitution un État qui est, comme vous le dites pour vous-même, qui doit être de courte durée et qui doit être exceptionnel. Tout à fait, mais c'est bien dans cet esprit-là qu'il sera inscrit dans la Constitution. Non, dans la mesure où on applique une loi de 1955 qui est antérieure à la Constitution de 58, la question peut se poser de savoir s'il n'y a pas effectivement une utilité de le mettre dans la Constitution, car il n'est pas dans la Constitution. Il y a l'état de siège, par exemple, qui est tout à fait autre chose, qui est dans la Constitution, et pas l'état d'urgence. Donc il y a une espèce de cohérence intellectuelle à le mettre effectivement dans la Constitution. Cela étant dit, on pouvait très bien appliquer la loi de 55 sans qu'il soit dans la Constitution. Voilà. Bon, c'est un geste, là aussi, un peu un geste assez largement symbolique du président. Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. J'ai relevé dans le propos de Alain Juppé qu'il se plaint de l'hyperinflation législative. Là, on vient de prendre l'exemple d'une reconstitutionnalisation permanente, dictée par les circonstances. Est-ce que vous ne pensez pas que notamment ce fameux piège de la déchéance de nationalité n'est pas une expression, si vous voulez, d'une hyper-réactivité et peut-être même d'un manque de sang-froid de la part du président de la République? Manque de sang-froid, je ne sais pas, j'y reviendrai quant aux arrière-pensées qu'on peut imaginer. Non, ce qui est dommage, c'est d'utiliser la Constitution pour faire de la communication. Voilà. Pour dire les choses avec beaucoup de franchise. Ça fait un peu... On va dire que c'est anticonstitutionnel. Ça fait un peu penser à ça. Bon, c'est pas tragique en termes de... Il n'y a pas de conséquences négatives en termes juridiques, mais je veux dire, on a un problème douloureux, on a une crise grave, on a des attentats qui font énormément de victimes, donc on veut réagir. Et dans la panoplie de la réaction, on se dit, tiens, on va convoquer le Congrès et on va réformer la Constitution. Voilà, on pense que c'est un geste fort. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Il y a des vraies questions, on en parlera sûrement, en matière de renseignement, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière d'organisation des services spéciaux, sur tous ces sujets-là. Là, il y a des choses à faire, même s'il n'est pas toujours nécessaire d'en parler, mais c'est ça le vrai débat, c'est quelle est notre capacité de réaction et de lutte contre le terrorisme. C'est ça la vraie question qui se pose. Romain Masneau, RCF. D'abord une question politique sur cette déchéance de la nationalité. La réforme, elle sera apportée par Manuel Valls au Parlement et pas par Christiane Taubira qui a dit plusieurs fois qu'elle y était hostile. Est-ce que Christiane Taubira peut encore rester au gouvernement selon vous ? Je trouve assez dommage, ayant été moi-même ministre de la Justice et garde des Sceaux, qu'à l'occasion de cette affaire, et je vais y revenir, le garde des Sceaux, en l'occurrence la garde des Sceaux, abandonne en quelque sorte ce qui est une de ses prérogatives constitutionnelles, qui est d'être celui qui est en charge toute réforme constitutionnelle. Et c'est un rôle éminent. Pourquoi appelle-t-on le ministère de la Justice la chancellerie? C'est parce que le garde des Sceaux est l'héritier de ce qu'on appelait autrefois, sous l'Ancien Régime, le chancelier du roi, c'est-à-dire celui qui gardait les sceaux, justement. Et donc le ministre de la Justice est l'héritier de cette très longue tradition millénaire de l'organisation du pouvoir en France. Alors, là, on est dans le... Enfin, je veux dire, pour moi, qui a été nourri par l'esprit de la Ve République, c'est incompréhensible. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à la question que vous me posez. C'est évident que... à partir du moment où on n'est pas d'accord, on doit démissionner. D'autres l'ont dit avant moi, Jean-Pierre Chevènement. Et je dirais même que dans un cas comme celui-là, le président devrait démissionner une ministre qui est autant en désaccord sur un point important qui fait partie intrinsèquement de sa fonction. Alors après, c'est sa liberté à elle de penser autrement. Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. Le grand paradoxe, c'est que quand même, il arrive que des juges soient dessaisis, bien entendu, d'affaires qu'ils ont à instruire. Mais là, c'est la première fois qu'on voit un garde des Sceaux s'auto-dessaisir. Oui, je vous laisse responsable de cette déclaration. Non, ce qui est derrière tout ça, et c'est un peu désolant, parce que entrons peut-être un peu plus dans le débat politique.
Cette opération, clairement, a été lancée par le président de la République pour obliger, entre guillemets, l'opposition à apporter son concours à cette réforme constitutionnelle pour lui donner à lui l'apparence d'un président qui rassemble. C'est ça la manœuvre. On l'a tous compris, puisque c'était une des idées proposées par une partie de l'opposition. Ensuite de ça, on se trouve le président se trouve en conflit interne dans son propre camp, et en particulier avec la garde des Sceaux. Il ne s'en sépare pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas s'en séparer. Autrement, politiquement, c'est ça que ça signifie, nécessairement. Donc ça veut dire qu'il craint que Mme Taubira puisse redevenir candidate comme elle l'a été en 2002, avec le souvenir que cela a pu laisser dans les esprits de la gauche française, puisque la multiplication des candidatures en 2002 a fait que c'est Chirac et Le Pen qui ont été au second tour et pas M. Jospin. Donc il y a là, on voit bien, un espèce de souci politicien qui vient complètement perturber ce qui devrait être quelque chose de plus en phase avec la défense des intérêts de l'État. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Sur le fond, au-delà de la déchéance de nationalité, que faire contre la radicalisation de jeunes qui sont français, nés en France? Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette radicalisation? Quelle peut être la réponse de l'État? Votre question est gigantesque. Il y a beaucoup de sujets, bien entendu. Il y a à la fois des réponses en termes de lutte contre le terrorisme, et puis il y a des réponses en termes d'éducation, de lutte contre toutes les atteintes à la laïcité. Il y a aussi, bien sûr, la remise en route de l'économie française, car on ne peut pas séparer, je dirais, la mise à l'écart dans notre société d'une partie de la jeunesse et le chômage endémique qui fait tant de mal à notre société. Et il est évident que si on était à 5% de chômeurs et non pas à 10 ou 12, on ne serait pas dans le même équilibre social. Donc c'est tout cela qu'il faut faire. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Si Alain Juppé a commencé la présentation de son projet présidentiel par un livre sur l'éducation. C'est-à-dire qu'il considère que, il le dit lui-même, c'est la mère des réformes, et non seulement parce qu'il est lui-même un peu, j'allais dire, le produit de l'excellence éducative, et donc il en sait toute la richesse, toute la force, tout ce que ça peut signifier pour un destin individuel, mais il est convaincu qu'en particulier, l'amélioration de l'école primaire, puis de l'école secondaire, mais en insistant beaucoup sur l'école primaire, c'est à partir de là, c'est-à-dire éviter la sortie du système scolaire d'un très grand nombre de jeunes, que l'on peut lutter contre ces dérives d'une partie de la jeunesse française. Romain Masneau, RCF. Sur la révision constitutionnelle, François Hollande souhaite inclure également la réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. L'objectif, c'est de rendre le parquet indépendant du pouvoir exécutif. Quelle est l'opinion de l'ancien ministre de la Justice que vous êtes? Il y a deux choses différentes dans ce que François Hollande voudrait rajouter dans la réforme constitutionnelle, à tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus bien quel est le sens de sa démarche globale. Il y a d'une part le fait de mettre dans la Constitution que les magistrats du parquet seront nommés dorénavant avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme le sont aujourd'hui les juges du siège, les juges indépendants, les juges qui jugent, en quelque sorte. Ouais. Là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs évoqué rapidement dans le livre d'Alain Juppé. Je pense qu'il faut effectivement que les conditions de nomination soient les mêmes. Il y a un autre, dans le projet que voudrait faire passer François Hollande, il y a autre chose, qui est la modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, personnellement, je suis tout à fait hostile à ce projet-là, qui consiste à redonner de fait la majorité aux magistrats dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. La majorité des magistrats, c'était la première mouture. Aujourd'hui, le gouvernement est plus sur la parité magistrats. C'est la parité, mais aujourd'hui, c'est -1. On voit que déjà, dans un système à -1, comme il est normal, les magistrats qui connaissent le mieux les sujets ont déjà une place extrêmement importante. Si on est dans un système de parité, c'est redonner, en particulier aux organisations syndicales de magistrats, une place qui me paraît trop importante, et le danger d'une autorégulation par la profession elle-même de la magistrature. Et donc, sur ce volet-là, je n'y suis pas favorable.
Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. On a évoqué la radicalisation de jeunes musulmans. Dans les annexes du livre, il y a des informations très intéressantes et je suis étonné d'ailleurs qu'elles ne soient pas plus répandues. Par exemple, à propos du sentiment d'appartenance à la nation française, chez les jeunes musulmans. Et là, on cite le cas d'une étude qui remonte à 2006, du Pew Global Center, et qui indique que si 46% des musulmans français se déclaraient d'abord musulmans, ce taux était de 66% pour les Allemands et de 81% pour les Britanniques. A contrario, 42% des musulmans français se déclaraient d'abord français, contre seulement 13% des Allemands et 7% des Britanniques. Voilà une information intéressante tout de même. Plutôt encourageante. Voilà, plutôt encourageante, mais curieusement, totalement sous-estimé, ou en tout cas rarement rappelé ou évoqué. Alors, quand on voit ces chiffres, on se dit, mais alors, comment expliquer qu'il y ait 2000 djihadistes d'origine française au Proche-Orient? L'explication, moi, je ne peux pas vous la donner. Si c'était si simple... Il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Simplement, cette bonne nouvelle, la partie bonne nouvelle, elle justifie, me semble-t-il, la vision française de l'intégration et du refus des communautarismes. Ça, c'est un point très important de la pensée d'Alain Juppé, c'est-à-dire qui fait la part entre la nécessaire reconnaissance de la diversité de la population française et de la communauté nationale, et en même temps la nécessité d'une intégration autour d'un certain nombre de valeurs, qu'il explique d'ailleurs très bien, en particulier dans son introduction, qui est une belle façon de connaître la pensée profonde d'Alain Juppé. Et de sentiments, avec tout ce qu'il dit sur le patrimoine, sur l'histoire, sur la langue, sur le drapeau, sur la Marseillaise. Et je trouve qu'il en parle d'une manière charnelle, d'une manière qu'on voit bien que ça fait partie de ses tripes et pas seulement de son cerveau. Et donc, cette vision de ce que doit être une nation intégrée, non pas assimilée, pour que les choses soient claires, c'est la vision française. Et je pense qu'il faut avoir le courage de poursuivre. C'est pas parce que nous avons, c'est vrai, de grosses difficultés, avec une partie de la population qui ne rentre pas dans cette démarche, qu'il faut abandonner notre conception de la laïcité et de l'intégration nationale. Merci Dominique Perben. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Dominique Perben, proche d'Alain Juppé, et nous nous retrouverons dans un très très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Face aux chrétiens avec pour invité cette semaine Dominique Perben, ancien ministre, 9 ans ministre, aujourd'hui retiré de la politique, avocat, mais très très proche d'Alain Juppé, dont d'ailleurs vous êtes à peu près, vous avez le même âge, à 4 jours près, si je crois avoir bien lu. Je vois que vos informations sont très précises. Voilà, nous allons poursuivre avec vous et parler notamment des primaires. Et j'ai une première question, vous serez interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame et Romain Mazneau de RCF, mais j'avais tout de même une question sur ces primaires. Est-ce que les Républicains ne prennent-ils pas un risque de voir les médias ne s'intéresser qu'aux querelles de personnes? C'est déjà un peu la tendance des médias. Comment allez-vous faire pour vous intéresser les gens au programme et non pas uniquement aux personnes? Je pense que ça dépendra beaucoup de la manière dont les différents candidats vont mener leur campagne. Je pense qu'il leur appartiendra d'expliciter, de présenter leur projet, et ce qui permettra aux médias, mais aussi à la population, d'apercevoir les différences et de se faire un jugement. Mais c'est vrai que les primaires, ce seront une comparaison de projet, mais aussi de personnalité. Il y a les deux. Alors, quelle est la part de la personnalité dans le choix de l'électeur? Quelle est la part de son acquiescement ou de son accord sur le projet? C'est très difficile à dire, mais c'est un mélange des deux, c'est une évidence. Donc, il faudra éviter les petites phrases qui tuent. Il faudra éviter, et ça, j'espère que chacun des candidats y veillera, et donc d'essayer le plus possible de faire voir à la fois le projet, et puis ce qui, derrière le projet, est la force personnelle et les convictions profondes de chacun des candidats. Laurent de Boissieu de La Croix. Vous avez insisté sur le fait qu'Alain Juppé était pour l'intégration et non pas pour l'assimilation. C'est une des différences entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy de fond, de vision de la société. Est-ce que vous n'avez
le paradoxe n'est-il pas que Alain Juppé, pour gagner la primaire, doit finalement convaincre des gens d'aller voter qui ne sont pas les personnes noyau dur de son propre parti? Ce n'est pas un paradoxe. La victoire d'Alain Juppé dépend de la participation à la primaire de personnes qui ne sont pas du parti auquel il appartient. Oui, enfin, je ne sais pas si ce que vous dites est vrai. Ce qui est certain, c'est que... On a vu les votes internes, 95% des militants de l'UMP ont plébiscité l'assimilation par rapport à l'intégration. Si on en croit, oui, enfin bon, si on en croit les intentions de vote, ce qui est très compliqué, parce que mesurer les intentions de vote d'un corps électoral qu'on ne connaît pas, et mesurer les intentions de vote à 10 mois d'une échéance, tout ça doit être pris avec beaucoup de prudence. Mais même dans l'électorat du Parti républicain, aujourd'hui, Alain Juppé est en tête. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Une primaire, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que l'ensemble de la droite et du centre puisse dégager un candidat lui permettant d'avoir de bonnes chances d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça sert surtout à contourner son propre parti quand on est en décalage avec son propre parti. Non, et d'autre part, ça consiste à compenser la perte d'influence et de l'ensemble des structures partisanes. Une des choses qui est bien évidente aujourd'hui, et ce n'est pas un reproche que j'adresse à qui que ce soit, parce que c'est valable aussi bien pour le parti Les Républicains que pour le Parti Socialiste. Les partis politiques aujourd'hui n'ont plus la force, n'ont plus le mode d'organisation, n'ont plus le mode de fonctionnement leur permettant d'être vraiment, comme le dit la Constitution, ceux qui font vivre la vie démocratique. C'est une constatation. Je pense qu'ils sont encore organisés sur un schéma extraordinairement hiérarchique et qui fait que ça devient progressivement des structures non pas vides mais un peu creuses et qu'il faut trouver d'autres façons d'animer la vie politique. La gauche l'a fait avant nous. Et c'est pas pour ça que c'est bien, c'est pas pour ça que c'est mal, parce qu'ils se sont bien aperçus qu'il y avait là un problème. Et s'il y a un vrai intérêt pour les primaires, c'est parce qu'au-delà de la vie des partis politiques, vous avez plein de Françaises et de Français qui s'intéressent à la désignation du candidat de la droite et du centre, qui veulent avoir leur mot à dire et qui pour autant ne sont pas militants du parti Les Républicains. Et c'est ça l'intérêt de la primaire, c'est que ça redonne du souffle, ça redonne de l'air, ça rouvre les fenêtres du débat politique et on ne reste pas enfermé dans la structure partisane actuelle. Oui. Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. Au propos des primaires, il y a quand même eu le précédent Ségolène Royal. On a bien vu que c'est l'élargissement de la base qui s'est prononcé qui lui a permis de prendre l'avantage dans cette primaire. Non, la question, c'est que je pense que c'est la personnalité du candidat qui va faire la différence. Et que interroger vos concitoyens sur le programme de tel ou tel candidat, vous serez surpris, parce qu'en général, il en sait très très peu de choses. Donc là, c'est vraiment la personnalité qui, à mon avis, devrait être déterminante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point de vue, Perben. Tout à l'heure, j'ai un peu répondu à la question que vous me posez maintenant. Je pense qu'il y a les deux. Parce que vous avez raison de dire la personnalité, mais c'est la personnalité aussi par rapport au projet. Je veux dire, un mot sur les livres. Lorsqu'Alain Juppé dit pour un État fort, il se trouve que ça correspond à quelque chose qui, dans sa personnalité, a quelque crédibilité. On sait bien que c'est un homme qui connaît l'État, on sait que c'est... On lui attribue assez volontiers, assez largement, le fait que c'est un homme, comme on dit, un homme d'État. C'est-à-dire tout autant bien pour un État fort. C'est pas un critère qui les différencie. On verra. Je pense que c'est un critère qui les différencie, justement, parce qu'il y a cette connotation... Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Je pense que cette orientation fondamentale pour un État fort, et on parlera sans doute tout à l'heure de qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, et correspond bien à sa personnalité. Et prenons un autre exemple, je pense que lorsque Alain Juppé parlera de politique internationale, il y a là aussi un renvoi entre ce qui sera son projet dans ce domaine et sa propre personnalité. Les gens comprendront bien que ça correspond à sa nature et à sa façon de voir les choses. Une question de Romain Masneau de RCF. Quel est le sujet sur lequel, selon vous, se jouera la présidentielle? Est-ce que ce sont les questions régaliennes, sécurité, immigration, terrorisme? Est-ce que c'est le chômage? Quelle doit être la priorité d'Alain Juppé? Je pense que c'est un peu l'ensemble, si vous voulez. Et je pense que le choix qu'a fait Alain de commencer par l'éducation était un choix très personnel, très de conviction, pour dire ça, c'est le fond des choses. On ne fera rien dans ce pays de durable et de positif si on ne met pas la priorité sur notre système éducatif. Ensuite, bien sûr, il a voulu dire clairement les choses sur les fonctions régaliennes, avec cette conception de l'État, un État fort pour protéger les Français
mais un État qui ne doit pas être boulimique, qui doit au contraire restreindre son domaine d'intervention et d'arrêter de vouloir tout régenter. Donc on y reviendra peut-être, mais c'est vraiment sa conception. Et puis le troisième sujet, qui est le sujet clé, c'est l'emploi. Il n'y aura pas un sujet dominant, comme c'est souvent le cas dans les campagnes. Il y a plusieurs sujets. Je pense que la question du chômage, je pense que la question de la vie de l'entreprise, parce que le chômage pris de cette façon-là, qui est la manière dont Alain Juppé entre sur le sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte que les entreprises françaises recréent des emplois. C'est ça la question clé. C'est ça que les Françaises et les Français attendent, au-delà, concurremment avec les questions de sécurité. Et donc, l'expression qui sera la sienne en mai prochain sur le sujet de l'économie, de l'entreprise, de la compétitivité, de la plus de fluidité dans la vie économique sera très écoutée, très attendue. Laurent de Boissieu, la 3. On viendra en troisième partie sur ces questions de fond, mais sur la primaire, une dernière question. Est-ce que vous êtes est-ce que vous souhaitez que l'UDI, c'est le centre droit, décide de participer, il y aura un congrès où les militants vont voter, de participer à cette primaire? Il faut que la primaire de la droite et du centre soit vraiment la primaire de tous ceux qui, de près ou de loin, se reconnaissent dans les idées de la droite et du centre. Il ne faut pas que la primaire soit celle du seul parti des Républicains. Et donc, tout ce qui peut amener davantage de personnes, de militants, de sympathisants à participer à la primaire va dans le bon sens. Oui, mais les candidats, la question de Laurent, c'était est-ce que vous voulez des candidats UDI? Un candidat UDI de centre droit ne serait-il pas un handicap pour Alain Juppé, qui se positionne sur un créneau de droite modérée? Après, la question des candidats, c'est autre chose. Effectivement, il faut voir qui serait candidat. Mais la première question, c'est de savoir est-ce que l'UDI participe, y compris à l'organisation de la primaire et à la mise en place du dispositif. Ma réponse là-dessus est plutôt oui. Je pense que ça serait bien que l'UDI y participe. Et vous ne craignez pas que s'il participe à ça, il présente également un candidat? Les deux ne sont pas forcément liés. Hein. Après, non, mais ce n'est pas une crainte pour vous qu'il y ait un candidat UDI? Pour vous, soutien d'Alain Juppé? Il faut qu'on voit qui sera candidat. C'est vrai que si quelqu'un se met sur le créneau d'Alain Juppé, c'est pas bon pour Alain Juppé. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas bien qui est susceptible d'être candidat. On en connaît de façon quasi certaine au moins 4. Pour l'instant, on n'en connaît pas d'autres, mais il y en aura peut-être d'autres. Romain Mazneau, RCF. À partir de combien d'électeurs vous estimerez que la primaire est un succès? 3 millions, un peu comme la primaire de gauche en 2011? C'est un peu la référence qu'on a en tête. Si vous voulez, je crois que la gauche a eu 3 millions de participants, ou 2,8 millions, je ne sais plus exactement. Enfin, cet ordre de grandeur-là a une vraie signification par rapport à des partis politiques qui ne rassemblent que quelques centaines de milliers de personnes. C'est vrai que 3 millions, ça veut dire qu'il y a un grand mouvement. C'est d'ailleurs par rapport à cela que la haute autorité essaye de monter l'organisation avec 10 000 bureaux de vote, ce qui est assez lourd, mais ce qui correspond à une capacité à absorber une participation électorale de l'ordre de 3 millions d'électeurs. Laurent de Boissieu. On a vu que les Français, de manière générale, c'est vrai aussi des sympathisants de droite, ont un besoin de renouveau. Est-ce que finalement, Alain Juppé, en quoi Alain Juppé peut incarner d'une façon ou d'une autre ce renouveau? Écoutez, il semble bien qu'il l'incarne en tout cas, puisque si j'en crois, avec toutes les réserves que j'ai exprimées tout à l'heure, mais si j'en crois les sondages, apparemment, il n'y a pas de contradiction, et même au contraire, entre sa candidature et le besoin de renouveau. Je crois que une élection présidentielle, c'est toujours une alchimie compliquée. Mais la vieille idée selon laquelle c'est quand même la rencontre entre un homme et le peuple, à mon avis, elle reste valable. Et à un moment donné, les choses se cristallisent autour d'une personnalité, d'un profil. Il me semble qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont besoin à la fois de quelqu'un qui n'a pas été trop directement impliqué dans la gestion de ces 10 ou 15 dernières années. C'est le cas d'Alain Juppé. Il a été ministre des Affaires étrangères, mais c'est un domaine quand même très spécifique et pendant une durée assez courte. Et puis en même temps, quelqu'un d'expérience. Je crois que les gens ont bien conscience que la situation du pays est très difficile. Ils ont bien conscience qu'il y a des enjeux complexes à corriger. Et donc, ils sont en attente, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle je le soutiens avec enthousiasme, de quelqu'un qui a fait l'effort et fait l'effort d'une vraie écoute, d'une vraie réflexion sur la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'élire un président
qui serait en phase avec une société française d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Il s'agit d'élire un président qui soit en phase avec la société de maintenant et avec la société de dans 5 ans, et qui bouge très vite. Prenons l'exemple de l'irruption terrible du numérique dans l'économie. Les conséquences vont être absolument gigantesques, aussi bien dans la réduction de la part des salariés dans l'emploi. Ça, il faut s'y attendre. C'est une révolution comparable à la révolution industrielle de la fin du 19e siècle. Eh bien, il faut un président qui soit en phase avec ce type de questions qui vont se poser et qui vont secouer encore plus la société française. Une dernière question de cette seconde partie de Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. Une question, Philippe. Je reviens à la question du programme. Et c'est un programme qui peut se résumer en une phrase: rendre la liberté aux créateurs, exercer l'autorité pour établir la confiance. Il me semble que le maître mot dans l'affaire, c'est la confiance. C'est un programme auquel peuvent souscrire Nicolas Sarkozy, François Fillon, des centristes. Et maintenant, on arrive à la question de la personnalité. Est-ce que derrière Alain Juppé, il n'y a pas une story qui fait qu'il est devenu sympathique, plus chaleureux? L'action locale, et notamment ce qu'il a fait avec Bordeaux, son petit séjour à Montréal, a changé notre homme. Et c'est peut-être ça qui crée l'étincelle d'empathie, on pourrait dire, ou de sympathie. Donc une question sur Alain Juppé, sur sa personnalité. C'est elle qui fera la différence. Vous avez sans doute raison. Je pense que la fausse France qui a été la sienne, au service des autres, pour dire les choses simplement, l'exceptionnelle réussite de Bordeaux, et son caractère, avec ses plus et ses moins, c'est-à-dire cette force de caractère, ce caractère fort, pour dire les choses autrement, il veut l'exprimer clairement. Il a déjà dit, je le dis à sa place aujourd'hui, il dira les 15 choses importantes qu'il veut faire, il les dira avant. Et pour qu'il y ait une confiance là-dessus, y compris des choses qui ne sont pas forcément toutes agréables à entendre pour les Françaises et les Français. Mais il veut s'engager sur des choses précises, qu'il y ait un vrai contrat de confiance entre lui et les Français. Et ensuite, pendant les 5 ans, puisqu'on parle d'un mandat unique, il l'a dit, pendant les 5 ans, il mettra en œuvre, dans un esprit de confiance, ce qu'il aura dit avant l'élection. Eh bien, nous marquons une pause en ayant appris qu'après les 101 propositions de M. Mitterrand, il y aura les 15 propositions d'Alain Juppé. Donc, à tout de suite, on se retrouve... S'il y en a 16, vous ne m'en voudrez pas. Non, on ne vous en voudra pas, Dominique Perben. On vous retrouve dans un court instant après une petite pause. À tout de suite. On se retrouve donc pour cette dernière partie de Face aux chrétiens, notre émission organisée en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et RCF. Et nous avons comme invité aujourd'hui Dominique Perben, ancien ministre Les Républicains et très proche collaborateur d'Alain Juppé pour la préparation de la prochaine présidentielle. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, nous allons maintenant parler du programme d'Alain Juppé. Et j'ai une première question. Vous venez de nous dire qu'il y aura peut-être 15-16 propositions et non pas 110 comme celle du candidat Mitterrand en 81. Quelle sera la mesure phare qui pourrait donner envie de faire voter ou de voter Alain Juppé à ceux qui hésitent encore? Écoutez, moi, je ne sais pas répondre à votre question parce que la question se posera dans 1 an maintenant. Et d'ici 1 an, le pays peut changer. La situation économique, sociale, politique, la question sécuritaire peut changer de dimension. Mais je vais quand même essayer de répondre. Je pense que ce qui est clé, parce que toute la société française est en train de se ratatiner sur elle-même à cause de cela, c'est la question du chômage, c'est la question du sous-emploi, c'est la question du manque de dynamisme de notre système économique, malgré ses atouts extraordinaires. On est dans une situation extraordinairement paradoxale. On a des entrepreneurs de start-up très dynamiques, on a des cadres, des ingénieurs de très grande qualité. On peut être à la fois dans l'excellence et malheureusement, au global, on est dans une espèce d'économie atone qui n'arrive pas à créer autant d'emplois qu'il serait nécessaire. Cela depuis très longtemps. Donc c'est le cœur du sujet, à mon avis, parce qu'il conditionne tous les autres. Et sur ces sujets-là,
Alain Juppé fera des propositions. Il a fixé un calendrier au mois de mai prochain, mais il a déjà dit un certain nombre de choses sur l'assouplissement du contrat de travail, sur les questions de fiscalité, de charges, etc. Mais il est en train de travailler sur cette partie de son projet. Philippe Delaroche de Radio Incontournable, une question. On parlait de confiance tout à l'heure, c'est peut-être une mesure en rapport avec la question de la confiance qui pourrait déterminer, en tout cas encourager le corps électoral à préférer Alain Juppé. Le leitmotiv de l'ouvrage et de sa campagne, si j'ai bien compris, c'est l'État fort. Il y a une ambiguïté derrière ce mot de État fort. On sait que big n'est pas toujours beautiful. Prenons l'exemple, il n'y a pas très longtemps, du RSI, qui est un fiasco total. On a voulu réunir en pensant qu'on allait trouver une symétrie, une géométrie. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on interprète de travers cette notion d'État fort? L'État n'a pas toujours été fort. Vous-même, vous avez rencontré des difficultés au moment où il s'agissait de réformer les tribunaux de commerce et l'administration judiciaire. C'est un serpent de mer, parce que ça faisait 10 ans que ça traînait. Voilà un exemple où l'État n'a pas été fort. Alors qu'est-ce qui ferait qu'avec Alain Juppé, ça changerait? Tout à fait. Dans l'introduction du livre, je crois qu'il explique assez bien ce qu'il veut dire par État fort. Et il dit d'ailleurs clairement à un moment donné, je suis girondin, et pas uniquement parce qu'il est maire de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il est favorable à la décentralisation. Et il dit à un autre moment qu'il est favorable au fait que l'État se restreigne dans son champ d'intervention. Et il reprend volontiers, je ne crois pas dans le livre, mais verbalement, une expression que j'aime bien moi aussi, que Georges Pompidou utilisait, où il disait à ses ministres « arrêtez d'emmerder les Français ». Ce qui est une façon très claire de dire que l'État ne doit pas être boulimique. Et on est dans un truc complètement paradoxal. On passe son temps à éditer de nouvelles réglementations, souvent en réponse à la demande de lobby d'ailleurs. C'est pas si simple que ça. C'est pas uniquement l'administration qui invente des trucs épouvantables pour faire du mal aux Français. C'est aussi des groupes d'action qui demandent des protections, des systèmes, etc. Donc il faut que l'État se restreigne. Et en matière judiciaire, moi j'y suis très favorable. Les magistrats croulent sous des tâches dont pour certaines, elles n'ont rien à voir avec la magistrature et on devrait les débarrasser de ça. Et donc c'est un État musclé, c'est un État agile, c'est un État dynamique, mais un État qui se restreint, et c'est un État qui continue, autant qu'il est possible, à décentraliser. Une question de Romain Mazenot de RCF. Face aux crispations identitaires, Alain Juppé défend ce qu'il appelle l'identité heureuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être patriote tout en étant un Européen convaincu, par exemple? Certainement. D'abord, quand il dit ça, de quoi il parle? Je vais répéter ce qu'il dit souvent, mais il ne fait pas un constat. Il sait bien qu'aujourd'hui, l'identité française est souvent mal vécue. Et donc, ce qu'il veut dire dans l'identité heureuse, c'est pour lui un objectif. C'est-à-dire que, comme il dit souvent, je ne propose pas aux Français le malheur, j'essaie de leur proposer le bonheur. Et il est convaincu que ce que j'évoquais en commençant l'émission tout à l'heure, c'est-à-dire cet équilibre entre la diversité de nos origines et notre bien commun qui permet une intégration autour des valeurs et des sentiments français, est possible. Et donc c'est cela qu'il propose dans sa démarche de l'identité heureuse. Alors vous me posez la question de l'Europe. Bon, c'est un peu connexe, mais il est profondément européen. Il aura sans doute des choses à dire, car il est très conscient de la manière dont l'Europe s'est enlisée au fur et à mesure que le temps passait, à la fois dans une gestion technocratique et dans une certaine incapacité à faire, ce qui est le plus grave. Mais cette nouvelle donne européenne qui est nécessaire, elle exige nécessairement un équilibre franco-allemand qui n'est plus là aujourd'hui. Et donc, le renforcement de l'économie française, le retour de la France dans le jeu international, le retour de la France dans le jeu européen est indispensable, car aujourd'hui on est dans une Europe qui s'est laissée technocratiser, mais qui est aussi un peu malade du rôle un peu solitaire de l'Allemagne. Parce que ça ne peut pas marcher si seule l'Allemagne... Elle n'est pas malade aussi des mouvements populistes. On voit Pegida en Allemagne, le mouvement anti-islam, le Front National en France. Mais qui sont aussi la conséquence de ce que j'évoque aujourd'hui. Et puis qui sont aussi, bien sûr, la conséquence des flux migratoires qui s'accélèrent sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Un quart des votants, 5 à 6 millions de Français, votent Front National au cours des
tous les précédents scrutins sur plusieurs années. Qu'est-ce qui, dans les propositions d'Alain Juppé, peut éventuellement parler à ces électeurs et faire que ces électeurs-là se détournent de l'extrême droite pour revenir, pour certains, vers la droite de gouvernement? Mon analyse personnelle, et je crois que pour une large part Alain Juppé la partage, c'est que le vote Front National est d'abord et avant tout un vote sur l'incapacité à faire. C'est le constat de l'inefficacité de la décision politique qui amène ce vote, plus que le contenu parce de la décision. Parce que sur le contenu, c'est l'inverse de ce que vous proposez. Donc il y aura un paradoxe. Il voterait Front National parce que vous ne feriez pas ce qu'il ne voudrait pas que vous fassiez. Notre démarche, puis si vous me posez la question de savoir, au fond, d'où sortent ces propositions, elles sortent d'un constat, d'abord. On a voulu faire, avec Alain et tous les gens qui nous ont aidés, d'abord un diagnostic. On est parti d'un diagnostic et on a essayé de construire, en fonction de ce qui nous paraissait être les blocages et les insuffisances du système d'aujourd'hui, des propositions de réforme qui ont abouti à ce qui est dans ce livre en matière de lutte contre le terrorisme, de renforcement de la sécurité dans les territoires, de fonctionnement de la justice pénale et enfin sur les questions de laïcité, qui sont les 4 sujets du livre. Mais on est parti d'un diagnostic. On ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce que pensent les socialistes, qu'est-ce que pense le Front National, qu'est-ce que pensent les uns les autres. On est parti du sujet. D'ailleurs, il y a une énorme part du livre qui sont des réactions de professionnels et de citoyens, mais beaucoup de professionnels, policiers, magistrats, etc., gens de la pénitentiaire. Et c'est par rapport à ça qu'on essaie d'apporter des réponses. Et ma conviction, c'est que la grande question qu'on a évoquée tout à l'heure avec un de vos confrères, la grande question, c'est la confiance. Il faut que l'action politique, que l'acteur politique se resitue dans une relation de confiance avec les électeurs. Et à ce moment-là, vous verrez, le vote Front National se réduira. Une question de Romain Masneau, de RCF. Vous évoquiez d'un mot la laïcité à l'instant. Il y a une polémique qui a éclaté ces derniers jours à gauche sur la laïcité, justement, avec des critiques très sévères de Manuel Valls à l'encontre de l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Louis Bianco, qu'il y a un intégrisme laïciste qui se développe en France, une hostilité à l'égard du fait religieux en général ? Pour être tout à fait franc, je n'ai pas tout compris dans la bagarre entre Bianco et Valls. Il n'y a que des bagarres à gauche en ce moment. Bon, très bien. Vous ne voulez pas vous mêler à tout ça ? Simplement, moi, je ne veux pas me positionner par rapport à ce conflit. Ce que je souhaite dire simplement, c'est que la laïcité doit être un peu sereine. C'est-à-dire la laïcité, c'est comme le dit souvent Alain, c'est un aller-retour. Il y a d'une part la reconnaissance par l'État de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la liberté de pratiquer la religion de son choix, et puis le retour, c'est le respect par les religions de la règle de vie commune de la République, des valeurs de la République, etc. C'est cet aller-retour qui est indispensable. Et donc ça suppose un respect mutuel, et donc pas d'agressivité ni d'un côté ni de l'autre. Laurent de Boissieu-Lacroix. Dans cet aller-retour aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une des deux parties qui ne fait pas l'aller ou le retour, enfin qui ne fait pas le chemin nécessaire ? La question qui est posée concrètement, c'est quoi ? C'est la question qui est posée par l'islamisme radical. C'est celui-là qui ne reconnaît pas, je dirais, cet esprit laïque à la française qu'on a mis si longtemps à construire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et qui, dans l'instant, ne le respecte pas. Par contre, le pari que je fais volontiers, et ce qui se passe dans un certain nombre de milieux m'amène à penser que j'ai raison de le faire, c'est que l'islam modéré, est tout à fait en capacité d'aller vers cet aller-retour satisfaisant entre religion et République. Une question de Philippe Delaroche, de Radio Notre-Dame. Dans ces controverses autour de la laïcité, ce qui est frappant, c'est en fait d'un côté la neutralité qu'il y a derrière ce droit donc qu'alloue la laïcité à la liberté de culte, et d'autre part, ce que perçoivent sans doute des chrétiens, des musulmans, des juifs, c'est un certain mépris de la dimension religieuse de l'homme. J'étais il y a 24 heures avec un jeune homme qui s'appelle Karim Bouassoun, qui s'est prêté à un dialogue avec Xavier Driancourt, et de Rachid Arabe et Nasser Safer. Il est de culture musulmane, très musulmane, il se décrit comme pieux, il est de gauche, et lui-même est frappé par cette espèce de déni. Est-ce que vous percevez, je veux dire, dans l'histoire de la laïcité, il y a d'un côté la neutralité, et de l'autre, il y a peut-être une
prise de position qui consiste à penser qu'un homme qui vit sa religion et sa foi, quelque part, il est un peu à l'écart, il est peut-être moins humain, moins savant, moins rationnel que les autres. C'est difficile. Donc ils se sont déclassés. Oui, voilà. On peut poser la question que vous me posez, j'ai envie de la reposer autrement. C'est quelle est la part dans la vie, et on a toujours deux dimensions, la dimension privée et la dimension publique. C'est pour eux. Quand on le dit, exactement. Quand on le dit comme ça, on pense qu'on a la réponse. Je n'ai pas la naïveté de penser qu'en vous disant ça, je vous apporte la réponse. C'est très difficile. Les choses ne sont pas aussi simples. Bien sûr que dans un monde idéal, c'est le respect qui pourrait permettre de trouver une solution. C'est-à-dire qu'au-delà de la liberté religieuse d'un côté et du respect de la République de l'autre, il faudrait que sur un plan collectif, alors l'ensemble de la société, il y ait un respect mutuel suffisant pour que les choses ne soient pas bancales. Voilà ma réponse. Mais il n'y a pas de réponse théorique. Il n'y a qu'une réponse dans le vécu. Voilà. Une question de Laurent de Boissieu-Lacroix. Très concrètement, il y a des questions très concrètes qui se posent. Le nombre de lieux de culte musulmans en France. Comment est-ce qu'on répond au fait que tous les musulmans n'ont pas un lieu de culte où ils puissent pratiquer leur religion? Est-ce que l'État ou les collectivités locales doivent favoriser, voire intervenir financièrement pour la construction de ces lieux de culte? Ma réponse est non. Clairement, il faut en rester à la loi de 1905 et dans le livre, Alain Juppé demande même que la transparence financière soit réelle, quelle que soit la nature des financements. Donc il faut que les choses soient claires. La construction des lieux de culte est l'affaire de la religion. Transparence et aussi regarder les financements étrangers. Et dans la transparence, il y a bien entendu l'aspect étranger comme national. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de financement étranger. Non. Ah non. C'est ça la question. C'est la transparence, mais qu'on y voit clair. Qu'on y voit clair, voilà. Qu'on sache qui fait quoi et comment. Voilà. Finalement, est-ce que la difficulté, c'est pas qu'il y a un islam de France qui émerge et qui soit déconnecté finalement, parce qu'on voit bien la situation du CFCM, le Conseil français du Code musulman, sont toutes liées à un État étranger. Est-ce que le problème, c'est pas de ne pas pouvoir faire qu'émerge en France un islam de France, avec des Français qui ne soient pas rattachés à un État étranger? Et est-ce que c'est à l'État de favoriser ça? je ferai une réflexion un peu distanciée par rapport à votre question. Je pense que il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Il n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas au pouvoir public, il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de s'immiscer dans le fonctionnement interne d'une religion quelle qu'elle soit. Donc il y a là une espèce de limite à laquelle il faut faire très attention. Et quelquefois, il m'est arrivé de trouver que tel ou tel ministre de l'Intérieur, j'en citerai aucun, mais allait peut-être un peu loin dans la prétention de se mêler de ce qui est le fonctionnement interne d'une religion. Et donc, c'est la responsabilité de la religion en question de s'organiser. Voilà. Il y a un moment où il ne faut pas aller trop loin. Et quel est le moment, justement? Aidez-nous à comprendre où est-ce que vous mettez la limite pour savoir ce que l'État peut faire avec les religions et ne peut pas faire. Interdire les prêches en langue étrangère. Ça, c'est une question concrète. C'est une proposition que nous faisons. Là, est-ce que c'est pas pour vous une intrusion de l'État dans les religions? Non, c'est un problème de sécurité nationale. Clairement, on le dit pourquoi on le fait. Hein. La sécurité nationale, à un moment donné, s'impose au fonctionnement même de la religion. Une très courte question, Philippe. Très courte. Qu'est-ce qui, sur le plan des idées, sépare Alain Juppé d'Emmanuel Macron? Oh là là. D'abord, très honnêtement, je ne connais pas par cœur les idées d'Emmanuel. La liberté d'Emmanuel. au créateur et exercer l'autorité pour établir la confiance, c'est le même programme. Il y a une différence de degré peut-être, mais pas de nature. Mais on va laisser Dominique Perben répondre. J'ai envie de vous dire, Macron, il a sans doute des idées. Moi, je ne peux le juger que sur ce qu'il fait. Bon, aujourd'hui, c'est un peu short. Voilà. J'aurais été parlementaire, je reconnais que j'aurais sans doute voté la loi Macron. Un peu short, mais dans la bonne direction, si je vous suis. C'est ce que je veux dire en disant j'aurais peut-être voté la loi Macron. Parce que moi, mon mode de raisonnement qui est un peu bébête, mais il est comme ça, vaut mieux un petit peu que pas du tout. Bon. Donc, à partir du moment où il va plutôt dans la bonne direction, je ne vois pas pourquoi on ne vote pas pour. Bon. C'est de l'intérêt général. C'est une règle générale. Alors,
Qu'il y ait à gauche de l'échiquier politique des gens qui sont sur certains sujets pas forcément éloignés de positions d'Alain Juppé ou d'autres personnalités de la droite de l'échiquier politique, dans une société aussi complexe et une société moderne comme la France, ça n'a rien de surprenant, ça n'aura rien de surprenant. Simplement, il faut à partir de là essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait, sur certains sujets, aboutir à des majorités d'idées. Et ça ne serait pas inintéressant et peut-être utile pour faire des réformes difficiles, pour déplacer des difficultés et pour aller plus loin en termes d'efficacité. Merci beaucoup, Dominique Perben, de ces propos. Merci aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs qui ont suivi ce Face aux chrétiens. Si vous l'avez pris en route, vous pouvez, vous savez, le retrouver intégralement sur les sites de la Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame et de KTO, bien évidemment. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens. À bientôt.